c'était pas simple. Bonjour à tous et bienvenue dans la critique de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Probablement l'épisode phare de cette saison. L'épisode qui sera sans doute le plus marquant. L'épisode de la série. Je suis complètement fou de faire ça en armure. Encore une fois, je sors complètement à chaud de l'épisode. J'ai terminé de le regarder il y a 10 minutes, un quart d'heure environ. Le temps qu'il m'a fallu pour tourner la scène que vous venez de voir. Et il est temps de mettre un terme à toutes les spéculations, toutes les divinations théoriques et de savoir ce qui s'est réellement passé. Alors autant vous dire qu'il n'y aura aucun passage sur le sud, sur Cersei Lannister, sur qui que ce soit. Tout se concentrera autour de la bataille des marcheurs blancs. Que c'est dur de savoir par quoi commencer, parce que là il faut vraiment que je passe en revue chacun des éléments importants de cet épisode dans le meilleur des ordres pour être sûr de ne rien gâcher à ma critique. Il faut que ce soit exemplaire. Commençons par l'élément qui me vient tout de suite à l'esprit. Cet épisode est un épisode de bataille, entièrement concentré sur une grosse bataille de la première à la dernière minute. Et dans cet épisode, quasiment personne ne parle, important déjà, mais surtout personne ne s'autorise la moindre petite blague. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit pour illustrer mon propos, c'est le moment où les sauvageons essayent d'envahir le mur, ils attaquent la garde de nuit, etc. Et Pip et Sam sont sur la muraille et l'un essaye de tirer les flèches pendant que l'autre lui donne les flèches. Et il lui dit « Oh Sam, je crois qu'on va mourir !» Et Sam lui répond « Si tu continues à tirer aussi mal, forcément... » Ça fait pas de mal de temps en temps une petite blagounette pendant une bataille, même si normalement le stress et la panique ne devraient pas te donner le loisir de faire ça. Et là en l'occurrence, rien du tout. Pourquoi rien du tout? Parce que tout le monde est terrifié. Tout le monde pleure, tout le monde hurle, tout le monde fait des têtes pas possibles à chaque fois qu'un mort-vivant pop devant leurs yeux. Tout le monde a conscience du danger. De la redoutable et téméraire Arya jusqu'au puissant et implacable Clegane, tout le monde flippe. C'est pourquoi à aucun moment votre immersion dans la terreur qu'inspire la bataille ne sera brisée par la moindre petite vanne. Le deuxième élément qui me vient de suite à l'esprit, c'est la musique. Il y aura deux musiques iconiques que l'on pourra reconnaître une ou deux fois dans l'épisode. La première, c'est le thème dragon, Daenerys, etc. Vous savez, le truc qui fait... Cette imitation mérite une tarte. Et la deuxième est la musique type Seigneur de la Lumière, Stannis Flamme Rouge. Vous savez, cette musique qui a été utilisée la plupart du temps pour Stannis, mais je pense que je ne prendrai pas de risque en disant que maintenant, c'était le thème de la Femme Rouge. Non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit maintenant c'était le thème et ce n'est pas une faute. J'y reviendrai plus tard. Et pour en revenir à la musique, en dehors de ça, la quasi-totalité des musiques de l'épisode sont inédites. Chacune portant avec force chaque instant, elles ont été calculées pour correspondre parfaitement à l'émotion que chacun peut ressentir à l'instant où elle passe. Que ce soit le désespoir et l'espoir, l'héroïsme et la lâcheté, la résolution et un problème, chaque moment a une musique pratiquement inédite. Maintenant, comme scène de bataille, qu'est-ce que ça vaut exactement? C'est le troisième élément qui me vient à l'esprit. C'est tout aussi inédit. Ce n'est pas n'importe quelle scène de bataille, c'est une scène de bataille dont je pense on se souviendra longtemps, en particulier la première demi-heure. Pourquoi ? Parce que cette fois, le réalisateur ne s'est pas contenté de faire une énième copie d'une bataille du Seigneur des Anneaux. Non, cette fois, ils ont fait une bataille qui correspondait parfaitement au comportement militaire logique de chaque armée. La bataille est prenante, immersive, à aucun moment on ne s'en fait sortir. L'ambiance est toujours présente et à aucun moment on ne se fait chier ou à aucun moment on trouve ça trop long. Cinquième élément qui me vient à l'esprit, aucun personnage ne fait de conneries. Chacun dans leur comportement, non seulement ils sont fidèles à eux-mêmes, mais en plus ils agissent tous de manière sensée et logique. Ouais, en parlant de personnages, c'est le sixième élément qui me vient à l'esprit. Bonjour à tous, je suis le faucheur de personnages, alors on se fait... Ah oui, voilà, c'est ça, Ed. La fille de Léo aux ours, personne connaissant de façon Théon, Joras... Oui, Joras, oui, c'est ça. La femme rouge... Péric Dondarrion, voilà. Bon après quand j'ai commencé cet épisode, je me suis dit une telle scène de bataille où la quasi-totalité des personnages principaux se trouvent sur le champ de bataille, il faut au minimum qu'il y ait 2 morts. Mais pour le coup, selon mon point de vue personnel, Ed était un personnage très sympathique, la jeune reine de l'île aux ours était admirable, même si parfois elle était un peu lourde, Jorah était admirable et sympathique, de même pour Péric Dondarrion, la femme rouge j'y reviens plus tard, et Théon...
la même chose. Ed, pour le coup, a une mort très logique et très poétique quelque part. Parce que, si j'ai bien regardé, il se fait poignarder l'arrière du crâne. Comme le Lord Commandant Mormont. Par un homme de la garde de nuit. Bon, mort-vivant, mais de la garde de nuit quand même. Beric Dondarrion, lui, a eu une mort tout à fait honorable pour son personnage, même si c'était un poil incohérent de le voir encore se traîner sur une 40aine de mètres alors qu'il venait de se prendre une 30aine de coups de couteau. Pour la petite reine de l'île aux ours, je pense que c'était vraiment la meilleure mort qu'elle pouvait avoir. Elle rêvait de participer à un champ de bataille, de pouvoir se battre pour l'île aux ours, elle l'a fait, et elle a tué un géant mort-vivant, par un petit stab dans l'œil, ce qui est assez stylé, surtout pour une gamine de son âge. Si elle avait survécu, on aurait pu la surnommer... Nucle géant mort-vivant, enfin je sais pas, je suis pas fort pour ça. Jorah, lui, est mort en protégeant Daenerys, tout simplement. La mort qu'il souhaitait, la mort qu'il a juré avoir, la mort qu'il fallait à son personnage. Même si à un moment, j'ai l'impression que Daenerys le pousse carrément devant elle pour qu'il la protège de son corps, sans doute juste une impression. La femme rouge, elle, qui est arrivée du coup à Winterfell avec ses pouvoirs de dingue pour balancer une gerbe de flammes sur les épées des Dothraki et une gerbe de flammes sur la barricade qui entourait Winterfell, est donc morte de out of mana. Elle a utilisé tout le pouvoir que lui avait prêté le Maître de la Lumière qui lui permettait également de rester jeune et belle. Et du coup, à la fin, elle s'effondre et tombe en poussière, un petit peu comme Luke Skywalker à la fin de Star Wars 8. Sous les yeux de Davos, qui depuis le début de l'épisode n'a fait qu'une seule chose, essayer de la buter. C'est cohérent avec son personnage, mais bon, il se fait pas chier Davos à regarder les autres se battre. Théon, quant à lui, à la mort de Jorah. Mais je viens de me rendre compte d'un truc. Jorah et Théon ont tous deux promis de servir un seigneur, Jorah et Théon ont tous deux trahi ce seigneur, et Jorah et Théon sont tous deux revenus vers lui pour le servir, pour tous deux mourir en le protégeant. Je vais maintenant vous parler de mes spéculations, et ensuite je vous parlerai de quelques problèmes que j'ai remarqués. J'avais deux spéculations principales pour cet épisode, la première étant liée à une autre spéculation que j'avais faite dans la dernière critique. À la fin de l'épisode, le roi de la nuit s'avance vers Bran pour se préparer à le trancher en deux avec son épée, et j'avais imaginé quelque chose. J'allais imaginer que Bran, à la toute fin, allait se lever de son siège, nous sortir une petite dague de nulle part et hop, dans le ventre du roi de la nuit. Mais finalement non, ce n'est pas ça qui s'est passé, ce qui s'est passé c'est... ce que j'avais à moitié évoqué dans la critique précédente. Arya qui se confronte au roi de la nuit et qui le bute avec la dague en acier valérien, pas avec sa lance en obsidienne. J'y étais presque avec ma petite divination, mais c'est bel et bien Arya qui tue le roi de la nuit, et non pas Bran, qui a pas foutu grand chose finalement. Parce qu'à un moment, Bran dit à Théon qu'il s'en va, il possède des corbeaux, les corbeaux s'envolent, et on n'entend plus jamais parler de ça, parce que visiblement ça a servi à rien pour défaire le roi de la nuit. Une spéculation que j'avais, c'était au milieu de l'épisode, je me suis dit... bon... Là, leur seule chance, éventuellement, ce serait l'armée Lannister. Le fait que l'armée Lannister aurait pu savoir que Jaime avait rejoint Winterfell pour se battre contre les morts, et qu'il l'aurait déclaré comme seul suzerain des Lannister, et donc serait venu prêter main forte aux armées du Nord. Mais finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'ailleurs, ils auraient pas pu aider grand monde, puisque à la fin de l'épisode, il n'y a plus d'armée du Nord. Tout le monde est mort, tout le monde. Il n'y a plus aucun soldat en vie. Les seuls personnages en vie sont les personnages principaux. Et pas tous, du coup. Quant au roi de la nuit, bien qu'au final il se fasse tuer par une jeune adolescente, il est clair que c'est de loin le personnage le plus incroyablement stylé de tout cet épisode. À aucun moment il ne semble inquiété de sa défaite tant il a l'air d'avoir confiance en son pouvoir illimité. Il a bien raison de considérer ça comme une évidence. C'est une évidence pour lui, mais pas pour certains personnages apparemment. Ça se voit dans deux moments particuliers. Le premier où Daenerys essaye d'utiliser son dragon pour cramer le roi de la nuit. Avant même qu'il s'extirpe des flammes en souriant, j'étais déjà du genre... T'as cru, toi. Et le deuxième moment, c'est quand Jon court après le roi de la nuit sur un tapis de cadavres, sans se demander un seul instant s'il ne va pas lever les bras pour en faire une fraîche armée de morts-vivants. Attention à ça, les gars, vous êtes pas bien organisés niveau stratégie. Ah bah justement, c'est de ça que je voulais parler. Les armées du Nord qui se sont rassemblées à Winterfell se sont préparées à la bataille comme des oufs. Ils ont dressé des barricades autour de la forteresse. Ils se sont préparés à l'enflammer. Ils ont foutu de l'obsidienne sur les armes de leurs soldats. Ils ont enflammé les lames de leurs Dothraki. Mais sérieux les gars, il y avait encore beaucoup plus de trucs à faire. 5 des stratégies qui auraient pu être appliquées lors de cette bataille. Apprends la stratégie. Numéro
Numéro 1. À un moment, ils envoient les Dothraki charger l'armée des morts à 300 mètres en pleine nuit dans l'obscurité complète alors qu'ils ne voient même pas leurs adversaires. Bien sûr, ils se font étamer. Les gars, on ne fait pas de charge à l'aveuglette quand on possède une cavalerie aussi efficace. Vous auriez dû foutre des torches sur le champ de bataille, vous aviez le temps. Numéro 2, l'huile. Les gars, c'était quand même pas difficile à deviner ça. Foutez des cascades d'huile sur la plaine avant que l'armée arrive, et une fois qu'ils marchent dessus, vous en faites un barbecue complet et parfait. Après, vous me direz que l'huile pourrait geler à cause du froid, mais blablabla. Numéro 3, à un moment, la barricade est en flammes. Tous les morts-vivants se sont arrêtés devant la barricade, pourquoi 6-7 minutes devant les remparts, à 20 mètres des archers, qui foutent rien et qui regardent. Numéro 4, même critique que pour les Dothraki, vous avez utilisé vos trébuchets à l'aveuglette, en pleine nuit sans savoir où vous tiriez, alors que vous auriez pu attendre qu'ils s'avancent jusqu'à la lumière de la forteresse pour pouvoir balancer plein feu sur eux. Je sais bien qu'avec un trébuchet c'est toujours difficile de viser, mais merde, vous avez une meilleure occasion de vous en servir plus tard. Et enfin, numéro 5, les dragons mettent quand même un bon moment avant de se bouger le cul pour tout cramer. Bref, assez avec les stratégies, on va dire que les personnages n'étaient pas encore assez conscients des contre-attaques que le roi de la nuit pouvait mettre en place. Je tiens aussi à intégrer un nouvel élément, c'est un remerciement. Merci Game of Thrones de nous avoir offert la scène de la bibliothèque. Sans screamer. Arya se faufile dans la bibliothèque et là, des morts-vivants se mettent à déambuler en transe à travers la bibliothèque, marchant entre chaque rangée d'étagères. Elle se faufile silencieuse comme un chat d'une étagère à l'autre en essayant de ne pas se faire remarquer par le regard bleu de ces créatures. Le silence est de mort. La caméra montre très souvent Arya de dos, la montrant en train de regarder s'il n'y a pas un mort-vivant qui va surgir devant elle, alors qu'on sait très bien que si elle regardait aussi derrière elle, il pourrait y en avoir un. Et c'est justement dans ce genre de moment où quand le personnage est comme ça, qu'il y a un screamer qui surgit. Le genre de truc insupportable, facile et classique qu'on fait tout le temps, que Game of Thrones n'a pas fait. C'était juste une scène de tension parfaitement prenante, sans aucune facilité. Et ainsi donc, voilà comment se termine cet épisode et comment se termine tout cet arc scénaristique de Game of Thrones. Le roi de la nuit est mort, tué par Arya. Les morts vivants se sont tous effondrés en morceaux, plus jamais il y en aura, comme tous les marcheurs blancs. Le Nord a vaincu. Et maintenant, c'est tout ce qui va se passer. La deuxième intrigue principale. Celle qui est un peu moins intéressante, mais tout aussi captivante, un peu moins intense, mais tout aussi chouette. Celle de qui montera sur le trône de fer. Et c'est quelque chose que nous suivrons assidûment sans aucun doute, à partir de l'épisode 4 jusqu'à la fin de la saison et de la série. Et tout cet arc scénaristique autour des morts vivants, autour des marcheurs blancs, du roi de la nuit, c'était agréablement épuisant. Merci Game of Thrones. Merci pour tout ça. À la prochaine! Et qui êtes-vous, dit le fier lord, pourquoi devrais-je m'incliner? Différentes dorures, différents vêtements, mais commun là est la vérité. Dans une fourrure d'or, une fourrure rouge, un lion mort et griffe encore. Et mes griffes sont aussi acérées que les vôtres le furent alors. Ainsi par là, ainsi, le seigneur de Castamir. Mais maintenant les pluies pleurent sur son château et nul n'y entend mot. Ainsi par là, ainsi, le seigneur de Castamir. Mais maintenant les pluies pleurent sur son